vous ne gagnez pas d'argent en faisant des études de marché. Vous gagnez de l'argent en ayant une idée, en mentant après avoir découvert cette idée sur les moyens qui vont vous permettre de la déployer, et à partir de là, vous gagnez de l'argent. Mais ça, s'il y a un conseil d'entreprise à donner, par exemple, ne vous dites pas que vous allez arriver devant quelqu'un en disant « Voilà mon plan, avec ça on va réussir à gagner tant, et on va se partager la mise, est-ce que vous me suivez ?» C'est pas comme ça que ça marche. On gagne de l'argent par des moyens toujours détournés. Bonjour à tous. Comme vous le savez, sur Impact, on a envie de discuter avec des personnalités engagées dans la cité, des gens justement qui sont force de proposition. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tom Benoît. Bonjour Romain. Bonjour Tom. Aujourd'hui, donc Tom qui est entrepreneur, essayiste, qui travaille dans l'environnement des médias avec la création d'un média en ligne, Géostratégie Magazine, et surtout l'animation d'une émission politique sur TV5 Monde. La collaboration à une émission politique par le biais de Géostratégie, absolument, qui finalement devient un média en ligne, mais qui était un média papier, qui se vendait très bien, pour différentes raisons. Je n'entrerai pas dans le détail, mais plus d'ordre entrepreneurial, justement, ça devient un média en ligne, puisque j'étais associé à Robert Laffont, des éditions Laffont Presse, qui a vendu l'essentiel des parts de son groupe, pour ainsi dire. On a pris la décision de scinder nos activités, donc je transforme Géostratégie Magazine d'une version papier à une version 100% numérique. Ce que je trouve génial d'ailleurs, parce que, ça s'adapte totalement aux usages. À l'époque, absolument, ouais. C'était un peu frustrant d'ailleurs de faire du papier. Ouais. Satisfaisant parce qu'on séduisait une clientèle qui, on va dire, était un peu plus intellectuelle, justement, qui prenait le temps et qui faisait l'effort aussi d'acheter finalement du papier. Ouais. Pas forcément seulement des retraités d'ailleurs, parce qu'on imagine que le papier est acheté uniquement par des gens de plus de 60 ou 65 ans. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Mais on ne pouvait pas réagir à l'actualité, et puis surtout pour des contraintes budgétaires à ce niveau-là, on gagnait de l'argent avec du papier, ce qui est assez rare aujourd'hui dans les médias, mais on gagnait de l'argent parce qu'on était en trimestriel, ce qui nous permettait de tirer beaucoup, de couvrir tout le pays, mais de ne pas avoir de pertes. Donc lorsque vous avez un trimestriel, forcément, bon, sur le plan budgétaire, c'est plus facile à diriger, à conduire, à piloter, mais par contre, vous réagissez un petit peu moins à l'actualité, très chaude. C'est sûr, mais après, moi, je vois qu'il y a de plus en plus de médias numériques qui reviennent au papier. Donc c'est intéressant de voir que finalement, c'est un secteur assez porteur. Mais moi, je vais être tout à fait honnête avec vous. Lorsque j'ai créé le média sous sa forme précédente, c'est-à-dire en papier, c'était tout simplement pour ne pas me priver de certains invités. Et qu'il y ait des invités politiques de premier plan, pour le dire très clairement, ou de gros entrepreneurs. On a interviewé l'ancien patron du FMI qui est devenu un très bon ami ensuite, Jacques Delarosière, que je salue au passage, ou Hubert Védrine, Michel Onfray, beaucoup de ministres, une ancienne ministre d'Emmanuel Macron qui était venue uniquement dans Géostratégie Magazine également, et ensuite sur TV5, mais qui avait démarré par ce biais-là, Éric Zemmour, par rapport au papier. Et ces personnes-là ne seraient peut-être pas venues sur un média en ligne. Ça a changé aujourd'hui parce qu'il y a des médias, entre guillemets, j'aime pas le mot, mais on va dire très mainstream, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des médias 100% mainstream, d'autres un peu alternatifs et d'autres totalement, et il y a des médias très mainstream qui ont abandonné le papier. 20 minutes par exemple. 20 minutes c'était essentiellement du papier, ils ont abandonné le papier, il n'y a plus d'édition papier. Et ils sont 100% en ligne également. Donc aujourd'hui on fait le pari finalement de se dire qu'on va être à la fois plus concurrentiel en termes de réaction par rapport à l'actualité, même si on va continuer à traiter de sujets de fond, mais qu'on ne pâtira pas du fait de ne pas être pris au sérieux comme un média qui n'est pas distribué en kiosque, puisque ça n'a plus beaucoup de valeur. Donc Géostratégie Magazine, maintenant en ligne. Absolument. Vous dites défendre les valeurs de l'Occident, notamment. Vous parliez des avantages que ça a été de créer cette initiative, des personnalités que vous avez pu recevoir. Ce que je trouve intéressant dans votre initiative, c'est qu'en même temps, vous êtes partenaire d'une émission sur TV5 Monde, une émission politique. Comment vous voyez justement cette porosité qu'il y a de plus en plus entre, comme vous le disiez, les médias mainstream, peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'est votre conception du média mainstream, et en même temps, les nouveaux courants alternatifs qui ont longtemps été mis de côté, mais qui maintenant apparaissent de plus en plus comme une réalité et qui forcent même des grandes chaînes ou des grands médias à s'adapter ou en tout cas à discuter avec maintenant cette nouvelle frange. Voilà, vous qui êtes, si je puis dire, dans les deux camps, quelle est votre analyse de cette situation ? C'est intéressant, évidemment, c'est un sujet intéressant parce que, bon, premièrement, la définition du média, normalement,
Je n'ai pas beaucoup de respect pour les médias, moi, quels qu'ils soient, alternatifs ou les médias mainstream. Pourquoi? Et même, je peux le dire, puisque j'ai un média, donc je suis patron de médias. Il n'y a pas à respecter un média. Un média, c'est un passeur de plat. C'est rien Mm. du tout. Ça ne doit pas faire de l'opinion. Ça devient un média d'opinion, mais là, vous n'êtes plus un média. Mm. Et il y a des médias d'opinion, justement, parce qu'on s'est aperçu, y compris dans le milieu même mainstream, je pense à CNews, par exemple, qui avait une telle difficulté à s'exprimer que l'essai devenait du média. Parce que finalement, pour pouvoir afficher des opinions, il fallait être son propre diffuseur, son propre distributeur. La France des années 50, 60, 70, c'était quoi? Et pas seulement la France, c'était des médias tenus aussi, il y avait d'autres problèmes, il y avait de la censure, ça existait, mais c'était des médias qui reposaient sur des modèles économiques. Et il en était de même pour les maisons d'édition. Ça veut dire qu'une maison d'édition allait faire venir, accueillir, éditer, sponsoriser, on peut dire comme on veut, ou en tout cas accompagner un auteur parce qu'il allait faire des ventes. Si vous n'aviez aucune chance de faire des ventes, vous n'étiez pas édité. Et si vous arriviez en ayant la capacité de dire, moi, il y a 40 000 personnes qui vont acheter ce que je vais produire, bah forcément, vous étiez suivi. Et petit à petit, ça a dérapé, et c'est à partir de là qu'on s'est aperçu, avec l'émergence aussi des réseaux sociaux, qu'il y avait des courants dits alternatifs. Moi, je cherche pas à être alternatif. Je cherche pas à être mainstream non plus. Mais je suis peut-être... je dois faire partie d'une espèce assez rare, parce que il y a beaucoup, pour le dire très clairement, de médias mainstream, je ne les citerai pas, pour pas les mettre dans l'embarras, comme je ne citerai pas d'autres médias alternatifs dedans, mais de médias mainstream qui m'appellent, qui me font, qui demandent à entrer en contact avec moi, et qui veulent me faire intervenir sur leur chaîne. Et des grosses chaînes de télé, des gros médias mainstream, papier également, et c'est moi qui les snob parfois. Pourquoi? Parce que ce qu'ils me proposent ne m'intéresse pas spécialement, et si ça m'intéresse pas spécialement, c'est pas parce qu'ils sont dits mainstream que je vais y aller. Il faut me proposer quelque chose d'intéressant. TV5 Monde, ça m'a intéressé. CNews me propose de passer régulièrement, par exemple, le matin pour parler d'actualité politique, d'économie, de géopolitique. C'est l'émission de Jean-Marc Morandini où il y a un ton justement assez libre, il y a une liberté de ton. On a 45 minutes pour parler. J'y vais. Parce que ça m'intéresse et qu'il y a quelque chose à apporter. Mais il y a d'autres médias qui sont venus frapper à ma porte en me disant en quelque sorte, oui, mais nous, on va être votre caution. Elles le disent comme ça, quoi. On va vous mettre un label, quoi. En quelques mots, Ouais. en disant, Ouais. on vous paiera pas, mais on va Oui, être... voilà, on vous mais crédibilise, quoi. on vous crédibilise. Ouais. Sauf que aujourd'hui, Tucker Carlson, lorsqu'il fait l'interview de Vladimir Poutine, il l'a fait sur quoi? Sur CNN, sur ABC? Non, il l'a fait sur X. Et l'important aujourd'hui, je pense, si on veut sauver le pays, si on veut... Moi, j'ai pas la prétention d'essayer même à 100% de sauver le pays, hein, mais un peu l'espoir quand même. Mais je veux dire, et encore moins de sauver l'Europe ou de sauver le monde, mais si on veut sauver quelque chose, si on veut sauver ce petit pan d'Occident qui est le nôtre, c'est déjà d'exister par soi-même parce qu'on le peut. Donc essayons tant qu'on peut. Il est plus compliqué d'entreprendre qu'on pouvait le faire auparavant. Ça, c'est plus dur. Donc on a beaucoup de portes qui se sont fermées. Il faut se débrouiller différemment, mais de notre côté, il est beaucoup plus facile, par exemple, de travailler à l'international. Aujourd'hui, tu pars aux États-Unis ou à Dubaï, tu peux piloter tes affaires comme rien, comme si tu étais sur place. Tu peux piloter tout ça à distance, tu peux avoir des banques en ligne, tu peux multiplier les sociétés, tu peux travailler dans un pays, tu peux t'implanter rapidement. C'était pas possible avant. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire. Et sur la communication, c'est la même chose. On me dit, oui, mais regardez, il y avait quand même moins de censure dans les années 60 et 70. C'est vrai. Une fois qu'on était dans le circuit, dans les années 60, 70, 80, pour nous en faire sortir, il fallait vraiment... Il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, qu'on connaît un peu, et il était là. Et pourtant, il déplaisait à beaucoup. Ouais. Mais il était là. On ne pouvait pas l'interdire de but en blanc, spontanément, en disant, lui, on ne le veut plus, il passe plus, on l'entend plus parler. Aujourd'hui, c'est possible. Mais par contre, si vous sortiez auparavant, et si vous ne faisiez pas partie, si vous ne faisiez Maintenant, il y a l'ARCOM, effectivement, oui. Voilà, qui est beaucoup plus strict que le CSA. Hein. Il y avait une forme, mais là, on pourra en reparler, mais c'est notre problème. Ça correspond à la perte de valeur du bon sens, tout simplement. C'est prosaïque de convoquer le bon sens, mais il y a une époque où il y avait une forme de bon sens qui était le premier des censeurs. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup même des économistes comme Hayek et d'autres qui disaient le garant de la stabilité financière avant tout, c'est la presse économique. Aujourd'hui, le garant de la stabilité financière ou de la santé collective ou de la politique, ça peut pas être la presse. Parce que la presse ne fait pas suffisamment preuve de bon sens. Et nous, on essaye de le faire, justement. Et je pense que c'est là qu'il y a une pierre à apporter à l'édifice. Mais ce que je veux dire par là, c'est que durant les temps passés, si vous n'étiez pas dans le sérail,
vous n'y entrez pas par une porte dérobée. Aujourd'hui, vous pouvez exister, vous pouvez entrer par une porte dérobée. Et ne croyez pas surtout que dans ce qu'on appelle mainstream, il y a uniquement des initiés qui ne risquent rien. Moi, je vois beaucoup de gens dans les milieux justement très mainstream et qui pèsent très lourd, hein, financièrement parfois, qui peuvent se faire sortir du jour au lendemain par des personnes beaucoup plus faibles que parce qu'on va leur trouver une petite affaire où ils ont été un peu trop cavaliers avec une nana, ou parce qu'ils ont fait des affaires dans tel ou tel pays et qu'il fallait pas à ce moment-là. Et ce sont des gens pourtant qui, du point de vue on va dire, des alternatifs ou du peuple, la définition de Michel Onfray du peuple, c'est ceux sur lesquels s'exerce plus de pouvoir que ce qu'ils en exercent. Donc on va dire les gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir et qui sont obligés d'accueillir finalement les directives, les cadres. Et déjà, si on n'est pas contraint, parce qu'on le choisit parfois, de subir beaucoup plus que ce qu'on peut décider, donc d'accueillir toute l'oppression de la société, bah on fait déjà un peu moins partie du peuple. On fait peut-être pas forcément partie de l'élite pour autant. Et, et donc, il y a des personnes qui font pas partie du peuple comme ça, qui font partie d'une forme d'élite, mais pourtant qui risquent beaucoup et qui prennent des risques et qui se retrouvent parfois à être ruinés ou en prison ou avec des ennuis très sérieux et qui sont entravés dans leur démarche. Donc, ne croyons pas non plus que la situation est tenue et qu'il y a un système ultra puissant et qu'il n'y a à la fois aucune maille et aucune porte de sortie. Il y a des portes d'entrée, il y a des portes de sortie, mais le principal, la seule chose qui est importante, et moi là où je collabore avec des gens généralement, que ce soit dans ma vie, plus de businessmen entre guillemets pour des affaires qui n'ont rien de médiatique et qui sont les affaires qui me rapportent le plus d'argent et qui me font vivre en quelque sorte, c'est-à-dire du conseil, de l'import-export, des affaires diverses et variées comme j'ai toujours fait. J'ai eu une agence immobilière quand j'avais 20 ans et je précise que je suis non héritier, hein, j'ai jamais hérité de quoi que ce soit, donc j'ai toujours travaillé, j'ai toujours cherché des idées pour entreprendre et pour faire des choses. Ou dans des affaires de médias, l'essentiel, faites des choses, il faut faire des choses. Et après, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On voit comment on en tire toujours quelque chose. Voilà. Mais il faut jamais se dire que c'est verrouillé, que c'est bouché, parce que dans la com, vous créez un média comme rien aujourd'hui. Comme je disais précédemment, avec les réseaux sociaux, il y a des occasions énormes. Maintenant, oui, c'est ça. Avec les réseaux sociaux, un iPhone, on se débrouille maintenant pour faire du contenu assez aisément. Pas le cas demain. Peut-être qu'il y aura de la censure, peut-être qu'il y aura des trucages d'algorithmes, peut-être que tout ceci va être galvaudé. Je suis même étonné que ça ne le soit pas davantage. Donc aujourd'hui, profitons-en. Non, ce qui est vrai, non, c'est totalement vrai ce que vous dites. Maintenant, je peux comprendre aussi parfois, particulièrement en ce qui concerne la jeunesse, étant donné qu'il y a cette économie du média que vous connaissez. Ouais. On sait que ce qui fait vendre, c'est l'anxiété. Ça fait partie des leviers les plus importants de la commercialisation d'informations, en fait. Il faut se mettre à la place d'un enfant, ou d'un jeune plutôt. Ouais. Voilà, on va dire vers 16. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, avec les réseaux sociaux, Internet, les esprits s'ouvrent assez tôt. Oui, on est jeune un peu plus tôt. Malgré tout, mais on est mature un peu plus tard aussi. C'est un peu le paradoxe, mais justement, je trouve ça intéressant d'avoir l'aboutissement de la réflexion et des clés de compréhension de l'univers dans lequel on évolue. Pourquoi je dis ça ? Vous parliez donc de l'univers des médias et du fait que il faut s'engager, il faut agir dans la cité, et c'est exactement ce que vous aviez fait à partir de 20 ans avec votre entreprise dans l'immobilier, puis après avec vos différentes activités. Mais il faut se mettre à la place aussi des jeunes qui arrivent dans un univers où on leur matraque à longueur de journée des crises, on leur vend des crises à répétition. Parce que moi, depuis que j'ai 30 ans, enfin, on a à peu près le même âge. Honnêtement, depuis aller, je me demande même si c'est pas depuis le 11 septembre, on a des crises à répétition. Quoi qu'il en soit, on peut plus profiter réellement. C'est un peu, on est dans une période, c'est plus un état de grâce comme on disait précédemment, mais plutôt un état de latence où c'est très dur, mais ça ira mieux plus tard. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. En réalité, vous en êtes la preuve. Voilà, c'est pas. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en fait, quand on est une tête bien faite, il y a un déclin. La société est en déclin. L'architecture du dessin, on va dire le dessin politique à la fois entrepreneurial, toutes les structures sont. Moi, je l'ai vu justement dans ma courte expérience, et on a le même âge, comme on dit, mais j'ai commencé à travailler assez tôt et dans des milieux différents. Il y a des cadres qui existaient il y a 15 ans, 10 ans encore, et qui n'existent plus aujourd'hui, où tout est parti, on pourrait le dire d'une façon assez simpliste, à volo, mais dans le sens où on est
effet, les traditions n'existent plus, le sens comme on le disait, de la fonction du travail n'existe plus non plus, et on a remplacé tout ça par des approbations, par des certifications, par des grands discours. Le problème des jeunes, mais ça revient à ce que je disais précédemment, des jeunes de mon âge, cette dernière génération, c'est que la plupart s'inscrivent uniquement dans des grands discours et des grandes théories. Pour perdre du poids, il faut qu'ils aient un plan d'action, il faut qu'ils aient une application pour faire du sport aussi. Pour gagner de l'argent, il faut qu'ils fassent des études de marché. Mais vous ne gagnez pas d'argent en faisant des études de marché. Vous gagnez de l'argent en ayant une idée, en mentant après avoir découvert cette idée sur les moyens qui vont vous permettre de la déployer. Et à partir de là, vous gagnez de l'argent. Mais ça, s'il y a un conseil d'entreprise à donner, par exemple, ne vous dites pas que vous allez arriver devant quelqu'un en disant voilà mon plan, avec ça on va réussir à gagner tant et on va se partager la mise, est-ce que vous me suivez? C'est pas comme ça que ça marche. On gagne de l'argent par des moyens toujours détournés. Et moi c'est pour ça que dans les médias par exemple j'ai un peu réussi ce que je voulais faire parce que je ne cherchais pas à gagner de l'argent avec les médias. J'étais content quand j'en ai un peu gagné, je suis toujours content quand j'en gagne, mais je veux dire, je cherchais pas, mon but pour les médias n'était pas de gagner de l'argent. Et ça m'a rapporté beaucoup. Et c'était quoi d'ailleurs? Pourquoi vous faites ça? Ah ça je vous le dirai un jour peut-être. Ah, c'est intéressant. La première, en tout cas le fil conducteur qui me poursuivra toute ma vie, c'est une profonde fidélité à mon pays, à la France, et vous le disiez précédemment, aux valeurs de l'Occident. Et je vois beaucoup de personnes qui sont un peu dans la mouvance qui est la mienne et je crois un peu la tienne aussi, et qui deviennent presque ennemis, peut-être par dégoût, à leur décharge de l'Occident. Moi je suis pas du tout dégoûté de l'Occident, je suis nostalgique de l'Occident. Et j'ai 29 ans. Oui, c'est ça, c'est que l'Occident qu'on nous vend aujourd'hui n'est pas l'Occident de toujours, si je puis dire. L'Occident. C'est ça. Et il n'y en aura plus jamais. Il n'y aura plus jamais d'Europe non plus au sens de ce qu'était l'Europe. Il y a une nouvelle Europe qui est en train de se constituer, d'une part, au niveau des pays qu'on appelait émergents, mais qui ont largement émergé, puisqu'ils sont bien en avance, comme Dubaï, par exemple, les Émirats, et le Qatar, l'Arabie Saoudite. C'est une nouvelle Europe parce qu'il y a les plus grands cerveaux du monde entier. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à Dubaï. J'ai fait beaucoup d'affaires à Dubaï il y a quelques temps. J'ai passé beaucoup de temps, des tranches assez longues, on va dire, de plusieurs semaines à Dubaï. Et j'ai découvert Dubaï sous toutes les coutures. Et avec des initiés qui plus est, parce que ce sont des endroits qu'il faut visiter, qu'il faut découvrir avec des initiés. Vous n'arrivez pas à Dubaï comme vous arrivez à Los Angeles en disant je vais faire du business, je vais rencontrer du monde. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de café, il n'y a que des clubs. Donc si vous n'êtes pas introduit, vous n'avez aucune chance. Alors qu'aux États-Unis, vous avez encore une chance. Vous pouvez arriver, que ce soit au Texas ou à Los Angeles, en Californie, et vous dire, je vais, si vous parlez très bien l'anglais, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs, sinon je pense que je serais déjà exilé, et vous pouvez réellement tenter votre chance en vous implantant, en partant presque de rien. Et cette nouvelle Europe, qui est le Moyen-Orient, prend une place par rapport justement à la sérénité qu'il a revêt, c'est-à-dire le calme, la prospérité. Il y a de l'argent, il y a de l'innovation, et il y a une quête surtout je ne vais pas dire du beau, mais du bien, de la bonne direction. Ils cherchent la bonne direction. Et à tel point que même les musulmans, par exemple, je me rappelle je fais une digression juste là-dessus, j'étais en rendez-vous d'affaires dans un club avec un associé français à Dubaï. Il y avait beaucoup de musulmans, entrepreneurs, mais musulmans, en tenue locale de musulmans. Et mon ami me disait, mais c'est incroyable ce qu'ils sont polis. Parce que, bonjour messieurs, hello. Mais les musulmans qu'il y a à Dubaï n'ont rien à voir avec les musulmans qu'on a en France, si je puis dire. Ah oui, c'est sûr. Oui. Ça, c'est une chose à prendre en considération. Et ça veut dire que même dans leur état d'esprit, tout en restant musulmans, parce que c'est un gros pays musulman, ils ont une quête vers le bien et vers le beau. Niveau de raffinement, en fait. Un niveau de raffinement et de bon sens, justement. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que lorsqu'ils construisent, lorsqu'ils bâtissent, ils se disent pas « on va essayer de prouver à toute une oligarchie de fonctionnaires qu'on a mis des normes de partout et qu'il y a bien des panneaux de partout et qu'on va voir en premier le panneau parce que c'est la sécurité de papier, le principe de précaution qui leur plaît ». Non, ils cherchent le beau, la beauté. Ce qu'on faisait en Occident auparavant. Exactement. En Europe. Exactement. Voilà. Je trouve qu'on a perdu ce degré de raffinement. Ça t'a interpellé, tu vois. Hein, mais complètement, non, mais c'est vrai. Et je me fais la remarque tous les jours, c'est-à-dire qu'à vouloir sans cesse optimiser, on en perd la vertu du beau, en fait. Absolument. Et surtout, on va dans le sens parfaitement opposé. Oui. Et même pire que ça, c'est que si je compare simplement
80 ans d'histoire, donc c'est, on va dire, l'après-guerre ou juste l'avant-guerre, les années folles, on parle de la France en l'occurrence, ou de l'Italie ou de l'Espagne. Les Italiens et les Espagnols sont restés plus attentifs à la beauté que nous, hein, ils cherchent. Et ça se voit même, j'étais à Madrid il n'y a pas longtemps, je veux pas être désobligeant, hein, à l'endroit des Françaises, mais tu regardes les Espagnoles, elles sont belles dans la rue. Et ça, on peut pas, je veux dire, c'est un sujet où on peut pas mentir. Chacun peut mentir, après on peut vous dire que on discutait un peu avant, et je disais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une inversion des valeurs dans ce pays. C'est qu'on considère parfois que la norme doit être la déviance. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit porter comme un étendard, tu vois le coup venir. Je vois les poils aux pattes, oui. Voilà, on voit le mec avec une barbe et une perruque et qui représente le pays. Ouais. Et on doit trouver ça formidable. Et on a des politiques de premier plan, hein, comme Sandrine Rousseau, qui disent c'est bien. Ouais. Pourquoi pas? Moi, je dis que ça me plaît pas. Ça n'est que mon avis et ça n'engage que moi, aucune rédaction. Moi, personnellement, ça me plaît pas, je trouve pas. Mais ça me plaît pas personnellement, mais même pour l'image de la société, je trouve pas ça très beau. La beauté, ça existe. On peut dire c'est beau ou c'est pas beau. Moi, je trouve pas ça beau. C'est bon. Et tu vas dans des pays, je citais l'Italie et l'Espagne, ça se voit donc sur le plan physique, et ça se voit aussi dans la façon de dresser les tables, ça se voit dans la façon justement de mener toute cette vie stylistique et républicaine au sein du pays. Et nous, on a perdu totalement ça en France. Et je vois qu'on avait remplacé au départ, il y avait un faux prétexte à Séville qui était, d'accord, ce sera moins beau, mais ce sera fonctionnel. Et là, aujourd'hui, on arrive à un niveau où c'est pas beau, et ça va contre l'usage qui doit être fait par les individus. Donc c'est pas beau, c'est pas fonctionnel, mais c'est fait pour satisfaire uniquement l'État. Si tu vas chercher un peu plus loin, ça peut pas marcher. C'est pas possible. Heureusement que tu es là aussi pour, rappeler qu'évidemment, la liberté d'entreprendre est peut-être l'antidote le plus efficace contre ça. Parce qu'en fait, à vouloir faire la promotion sans cesse du divergent, on en revient à créer une société en fait parfaitement lisse et où cette perte de la référence beauté qui a été encore entretenue dans certains pays d'Europe encore traditionnels, faut le dire, hein, l'Espagne c'est encore une royauté, l'Italie, mais c'est incroyable, moi je vais régulièrement en Italie parce que mon beau-frère est italien, donc on a la chance d'être très bien accompagné et moi ça n'a rien à voir. Mais on a l'impression d'être en France il y a 50 ans. Exactement. En plus là je suis dans le sud de l'Italie, je suis vraiment pas loin de la Calabre, donc c'est vraiment c'est ça, c'est l'Europe il y a 50 ou 100 ans. Et les gens se parlent à l'arrêt de bus, ils se ressemblent, ils vont à la messe ensemble, ils vont à la plage ensemble. En fait, il y a une vraie vie. Ils se regardent dans les yeux, exactement. Ils sont là, ils ont des projets, ils ont un but. Aujourd'hui en France, ce qui manque aussi, c'est ça, c'est que plus personne n'a de but parce que les buts sont étouffés. Les choses, effectivement, sont, tu le disais précédemment, bien souvent, on se retrouve face à un mur de normes ou de censure ou de sanctions en quelque sorte, de punition, et on nous dit ça n'est pas possible. Et où est-ce qu'il y a, on va dire, une bouée à laquelle on peut se rattacher? C'est le sens de la nation, normalement. Comme le sens de la famille aussi. Je ne vais pas paraphraser Jean-Marie Le Pen durant toute l'émission, mais je n'ai pas une admiration sans borne non plus pour Jean-Marie Le Pen. Hein, mais je veux dire, peut y aller. Hein. Mais il y a des choses, voilà, quand je préfère ma cousine que ma voisine et ma fille que ma cousine, ça a du sens. Je crois que c'est évocateur pour tout le monde. C'est ça, Et ma soeur plutôt que ma cousine ma tante, et ma tante plutôt que mes voisins, et mes voisins plutôt que le reste du monde. Quoi, évidemment. Je crois que si on s'adresse, du bon sens. Voilà, par rapport au bon sens, un petit peu tout le monde, on vous dit, si vous devez avoir la première traduction de la responsabilité à la fois par rapport au temps que vous allez consacrer ou à l'argent que ça va vous coûter, est-ce que vous allez consacrer ça plutôt à votre fille ou votre fils ou votre mère ou votre père ou à un étranger, au sens une voisine? Évidemment plutôt à une famille. Et ce qui sauvait en quelque sorte les nations européennes et ce qui sauve encore un peu l'Italie, c'était le patriotisme. C'était le fait de se dire nous vivons comme ça et nous savons vivre comme ça. Parce qu'avant tout, là on ne parle pas d'économie ou de politique générale, la vie en société correspond à des échanges où on dit moi j'ai découvert, il y a une quête finalement, on est là pour un laps de temps assez court du point de vue des galaxies, assez long par rapport à ce qui est de notre propre ego, puisque il y a beaucoup de souffrance au cours d'une vie, il faut essayer de trouver le maximum de plaisir, donc à partir du moment si on fait rien, on a plutôt tendance à souffrir qu'à jouir de la vie. Donc on échange et on se dit voilà, moi je vis comme ça
Et je me rends compte qu'en mangeant ça, qu'en faisant ça, ou qu'en travaillant comme ça, c'est mieux qu'en faisant ainsi. Et la vie en société, c'est ça. Et on s'est rendu compte, on s'est aperçu qu'à l'échelle des territoires et des nations, il y avait des modes de vie. Et c'est pour ça qu'il y a des endroits où les gens vivent plus mieux, par exemple dans des régions grecques ou même en Italie, plus qu'au nord. Et on s'est aperçu qu'il y avait des traditions qui faisaient qu'il y avait une adaptabilité par rapport au physique, au mode de vie, et on avait besoin de tout ça. Et ça constituait des nations, ce qu'on est en train d'éteindre aujourd'hui avec un système uniquement globalisé. C'est très intéressant parce que justement, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que les ennemis de l'Occident, justement, ne disent pas, mais oui, mais en fait, l'Occident est en décrépitude justement à cause de l'absence de transcendance liée à un objectif commun, qu'est la nation, par exemple, Ouais. une cohérence de vie, parce que nous sommes, et c'est ce qu'apporte la spiritualité, c'est ce qu'apporte la religion, c'est de se dire, mais en fin de compte, il y a eu un avant-moi, il y aura un après-moi. Et donc, Absolument. ce que je le fais parce que je suis là et parce qu'effectivement, il y a cette quête du beau, de la vérité, qu'on peut retrouver dans d'autres civilisations actuellement dans le monde, mais qui malheureusement n'est pas Disparaît aujourd'hui ici. en France. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que les valeurs de l'Occident actuellement, malheureusement, la dessert Elles et sont même déviantes, la elles fait descendre. sont plus vraiment des valeurs, même c'est une notice, on est passé des C'est ça. valeurs à une notice, parce que précédemment on avait des valeurs, parce qu'il y avait une idéologie qui représentait un peuple et des peuples, des populations. Aujourd'hui, on a une notice qui est infligée comme que l'on affiche et qui oppresse une population, qui oppresse des populations. Donc ce ne sont plus des valeurs, ce ne sont pas des valeurs représentatives de l'Occident. Bah, c'est intéressant parce que je sais que vous êtes très féru de philosophie Ouais. et on va pouvoir justement peut-être aller chercher encore un petit peu plus loin pour comprendre justement ce qui fait de l'Occident ce qu'elle est aujourd'hui, malheureusement. Ah là, moi, je me suis posé la question à plusieurs reprises sur le plan philosophique. Est-ce que finalement, pour rebondir là-dessus, la civilisation euh, occidentale, si on la définit comme telle, n'a pas atteint une forme de point de non-retour à partir des années 70 et 80, et que après tant de siècles de prospérité, de découverte, cette catégorie d'humains se serait aperçue qu'il n'y avait plus rien à découvrir en avançant dans ce qui est la direction sérieuse en quelque sorte, et que c'était par la déviance que l'on allait parvenir à s'en sortir. Parce que on a vu beaucoup de, sans faire trop justement de philosophie, mais de Mmh. philosophes arriver à une forme de folie justement après trop de compréhension. Et je- Nietzsche, le premier par exemple. Exactement, tout à fait. Mais est-ce que justement, cette conception de l'homme seul, c'est-à-dire l'homme sans racine, l'homme tourné sur lui-même en permanence, qui peut être la philosophie des Lumières, mais Moi, je suis extrapolée. solitaire de nature par ailleurs. Oui, mais alors, c'est intéressant, parce que justement, quand on est libéral, de droite, volontariste, on a l'impression, effectivement, aux yeux de la société qui est déviante, comme on le disait, d'apparaître comme un horrible égoïste et Ouais, égocentrique. Et alors moi, je pense l'inverse. Je pense que toutes ces déviances sont liées justement à cette on est conception de d'accord. l'homme auto-centré sur lui-même et que cette perte de spiritualité, de profondeur, de valeur, de compréhension de la société et de partage de culture crée justement les conditions de l'émergence de ces déviances, en Mais on est fait. d'accord, mais c'est là où il y a un problème par rapport à l'inversion des valeurs et ce qui est sur le papier et ce qu'on trouve dans la réalité. Moi, par exemple, je crois pas que mon nom apparaisse sur beaucoup de sites écologistes, en Mm. quelque sorte. Et pourtant, j'ai une profonde valeur au fond de moi, écolo, Mhm. et je pense que c'est l'essentiel même de ce qui nous dirige dans la vie, l'écologie, au sens Ouais. personnel. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je mène un mode de vie très sain, ce qui m'empêche pas d'aimer. J'ai été passionné par le vin, j'ai goûté tous les plus grands vins et tous les vins, même moins grands, mais très bons aussi. Et d'aimer passionnément manger la nourriture, mais pas cette gastronomie euh, pompeuse, artificielle, qui va contre le sens même de la nourriture, c'est-à-dire Mm. contre la restauration du corps. Mm. Aujourd'hui, vous avez des grands chefs, j'entendais Thierry Marx il n'y a pas longtemps sur une grande radio, France Info, Mm. qui expliquait qu'il allait falloir, effectivement, pour le bien de la planète, limiter l'élevage de viande et s'alimenter avec des viandes artificielles. Oui. J'ai envie de dire une chose qui peut prêter à sourire. Tous ces gens-là, j'aimerais qu'on les voit en maillot de bain, sur Mm. un plateau de télévision, nous expliquer comment il faut manger. Et je leur dirais, voilà, est-ce que vous pensez que vous avez restauré votre corps avec les aliments Ouais. que vous avez Non, mais consommés? c'est ça. Mais oui, non, mais Votre complètement. plan m'intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est que vous avez une inversion des valeurs, et sur l'écologie, vous avez des personnes qui vous expliquent
comment vous prenez une maison qu'on appelle les maisons passives aujourd'hui, donc qui n'ont aucune consommation d'électricité, leur empreinte globale est 10 fois supérieure à la construction d'une maison en parpaing de 1950. Sans compter qu'entre 2010 par exemple et 2020, on vous dit bon ben vous allez avoir des aides à financer si vous êtes tout au gaz, et ensuite bon, pour des raisons politiques vous allez être tout à l'électricité, donc vous allez avoir des aides si vous êtes tout à l'électricité. Donc il y a une totale incohérence qui fait qu'il y a une inversion des valeurs, et qu'à partir du moment où un mot est apposé sur quelque chose, faites attention parce que c'est souvent l'inverse qui va être mis en place. Donc lorsqu'on parle par exemple d'équité fiscale, ça veut dire qu'on va surtaxer les classes moyennes. Lorsqu'on parle de grands plans écologiques, ça veut dire tout simplement qu'on va créer des administrations qui vont consommer énormément et qui vont paralyser, pour ne pas qu'il y ait de véritable écologie, parce que l'écologie se trouve dans quoi? Dans l'archaïsme, dans la simplicité, dans le respect des valeurs principales. Et la proximité aussi. Et la proximité. Et ça ne peut que passer par là. Voilà pourquoi je proposais il n'y a pas très longtemps, c'était André Berkoff d'ailleurs qui me recevait, qui lançait un appel à Michel Barnier en disant « Vous devriez écouter Tom Benoît », en sachant que c'était une bouteille jetée à la mer, qui avait peu de chances de tourner, d'être trouvée, de créer une SARL ou une SAS, mais en tout cas une société nationaliste. Et mon idée serait, en France, de créer une société qui propose un maximum de 10% d'imposition, un taux réduit, et de 5% sur les dividendes, ce qui existe en taux normal dans d'autres pays d'Europe, hein, comme la Bulgarie par exemple, ou la Hongrie à peu près. Et pour toutes les sociétés qui font, on va dire, l'essentiel, il faut travailler le concept précisément avec des équipes d'économistes, mais on va dire au moins 80% ou 90% de leur chiffre d'affaires, avec des chaînes courtes de production et de consommation. Ça veut dire que là, au lieu de surtaxer les super profits, vous allez dire la société justement qui va être le fruit et légumes des parages va avoir un taux largement réduit d'imposition. Et donc, elle va pouvoir, puisqu'elle a un taux largement réduit, salarier du monde aussi. Et il y a des gens qui étaient à la charge de l'État qui vont plus être à la charge de l'État, qui vont vivre de leur travail. Oui, mais ça ne va pas avec l'idéologie justement globaliste. Exactement, c'est-à-dire que si vous faites ça, vous privilégiez, étant donné qu'ils considèrent que l'homme est partout le même et qu'il n'a aucun attachement à rien, et que donc du coup la chaîne de transmission n'existe pas, il n'y a pas de priorité entre les intérêts nationaux et les intérêts à l'autre bout du monde. Est-ce qu'ils sont allés au bout de cette considération, les architectes de cette globalisation, de cette ultra-mondialisation? Elle est en œuvre. J'ai même pas vraiment l'impression, je pense plutôt qu'il y a un groupe de personnes finalement qui est de plus en plus dirigé ou animé par des groupes et même plus par des personnes. Et on le voit aux États-Unis, c'est la première fois dans l'histoire des USA que vous avez des groupes qui peuvent trahir les USA. Nous, on a souvent trahi le pays. C'est-à-dire pour ça quoi exactement? C'est-à-dire que, regardez Nvidia, Apple par exemple, ils s'exilent très allègrement fiscalement, ils peuvent prendre des décisions qui vont contre l'intérêt de l'hégémonie à la fois culturelle, intellectuelle, économique des États-Unis d'Amérique. Ça n'est jamais arrivé. Henry Ford n'allait pas contre les intérêts des USA. Rockefeller, tout cela ont construit une architecture, au contraire, la réserve fédérale, ça a été construit par quelques milliardaires au début des années 10, qui justement ont permis de surprotéger l'Amérique et de dorer cette Amérique d'une surpuissance, d'une hyperpuissance économique. Et aujourd'hui, on a des groupes qui sont américains, mais qui ne vont pas totalement dans le sens des États-Unis. Donc c'est allé, ce que je veux dire par là, c'est que c'est allé jusqu'aux États-Unis. Et on le voit moins en Chine, ça. Et c'est là où il y a aussi une inversion, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez que les Chinois prennent des décisions qui, au final, sauront faire tirer profit par des Chinois et par la Chine de ce qui peut être saisi, capté. Et ça, c'est le gros problème de l'Occident et de l'Europe. En Europe, on allait très souvent contre notre peuple, déjà contre nos populations, un peu par incapacité, un peu par lenteur, un peu par corruption aussi, encore plus par corruption aujourd'hui qu'auparavant, parfois par intérêt assez médiocre, mais on n'avait pas beaucoup ce sens du nationalisme, plus d'ailleurs dans les pays du Sud. Et à la rigueur, en Allemagne, ça a été contrarié, mais en France, il n'y avait pas beaucoup de sens du nationalisme dans toute la seconde partie du XXe siècle. Mais aux USA, c'était prépondérant. Quoique en France, quand on voit les grands projets comme... mais parce que aussi on avait des grands projets, donc en fait,
on l'était par nature parce qu'on avait le Concorde, parce qu'on avait Ariane, qui est un projet européen mais porté par la France, parce qu'on avait le nucléaire français qui nous rendait totalement indépendants, parce qu'on était très fort aussi diplomatiquement, parce qu'on savait faire des alliances ponctuelles. Je me rappelle de Gaulle avec l'URSS pour faire pression sur les Américains, etc. C'était ça, la singularité de la France a été saisie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin d'en faire des tonnes parce qu'on était déjà hyper puissant. Dans les années 60, on était peut-être la deuxième puissance économique avec des projets extraordinaires dans toutes les strates de la société. Et pourtant, c'était un conservateur, pseudo-maurassien, selon les mots de ses ennemis. De Gaulle, c'était soi-disant le dictateur. Quand il y a eu mai 68, qui malheureusement il a démissionné un an après, justement, il a dû faire face à ça, alors que justement, on était à la fois connecté au réel, à fond dans l'innovation, dans le progrès technique, et en même temps, on avait retrouvé une sérénité avec ce qui faisait de nous des Français et ce terreau fertile justement de ce lien social impératif qu'on perd aujourd'hui en Occident. Et je vous rejoins justement sur cette critique. Mais il faut comprendre aussi du coup ceux qui critiquent les valeurs de l'Occident parce qu'elles ne sont pas celles qu'elles étaient il y a 50 ans. Absolument, bien sûr. Donc c'est pour ça quand vous parlez, moi j'ai trouvé ça formidable dans votre, comment je dirais, sur votre chaîne YouTube de la défense des valeurs en tout cas de l'Occident. C'est bien qu'on redéfinisse ce que c'est. Jusqu'à la francophonie d'ailleurs, la francophonie. Ce que je vois aujourd'hui, on parle de TV5 Monde par exemple, j'ai beaucoup, même en dehors de TV5 Monde, j'avais fait une interview pour Géostratégie Magazine du président de la République démocratique du Congo actuel, juste avant sa réélection. Et Sassou Nguesso. Tshisekedi. Félix Tshisekedi, pardon. Je confonds avec Congo-Brazza. Et les Africains, aujourd'hui, les chefs d'État africains, d'ailleurs, je crois que c'est en République démocratique du Congo qui a la plus grande ville francophone du monde, 15 millions pour la capitale, Kinshasa. Et vous avez des Africains qui s'expriment dans un langage très châtié, qui manient parfaitement la langue, et des politiques français qui font 10 fautes en moins de 2 minutes de discours. Et des fautes de syntaxe, des fautes d'accord, une palette de vocabulaire, de mots qui est très limitée, très restreinte, formatée, souvent avec un emploi qui va à l'encontre de ce qu'ils voudraient eux-mêmes véhiculer comme idée. Ça, c'est problématique et ça correspond là aussi au déclin. La langue, ça correspond à l'essence d'une nation. Est-ce qu'on n'a pas les dirigeants qu'on mérite ? Est-ce qu'à un moment donné, ce lâcher-prise perpétuel... Je suis un peu dégoûté d'être français aujourd'hui, c'est vrai. Je suis passionnément français, comme je le disais, mais je suis un peu dégoûté parce que, effectivement... J'ai du côté de mon père beaucoup d'origine italienne, grecque aussi, donc je ne suis pas à 100% français, pour ainsi dire, comme certains. Même moi, je le dis très objectivement, moi je considère que le sens de la nation est très important et qu'on est plus français si on a 2 parents français sur 10 générations que si on a déjà qu'un parent français, et encore plus, on ne devient pas italien, on ne devient pas américain. Moi, je rêve des États-Unis, j'adore les États-Unis, j'y vais régulièrement. Je pourrais peut-être finir ma vie là-bas un jour, mais je ne deviendrai pas américain. Encore, on parle d'un pays qui a une histoire plus courte. Oui, avec une immigration plus importante. Ce que je veux dire par là, c'est que la population aujourd'hui en France est amorphe. C'est une réalité. Par rapport aux Italiens, par rapport aux Suisses, aux Espagnols, donc à ceux qui nous entourent, et même aux Anglais. Je connais moins l'Allemagne, mais j'ai l'impression que c'est quand même là aussi un peu plus nationaliste. Donc il est vrai que la population française est terriblement décevante. Mais parce qu'il y a un matraquage aussi qu'il aurait fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une volonté pendant des années de saper toute, je dirais, pas belligérance, parce que c'est les mots de nos ennemis, mais en tout cas, toute volonté de faire rayonner une culture qui, d'ailleurs, intéresse le monde entier, parce que c'est presque 100 millions de visiteurs chaque année, la France. On est, pardon de le dire, remarquable sur tellement de pans, que ce soit la gastronomie, l'économie, l'économie, mais en tout cas, la gastronomie, la culture, la littérature, la poésie. Exactement. Et en fait, c'est comme si nos élites avaient voulu nous faire payer les différentes guerres, parce que je pense que c'est un peu le prétexte, alors que, encore aujourd'hui, aux yeux du monde entier, on a énormément de choses à défendre, particulièrement sur le sujet culturel. Mais moi, c'est un peu pour ça que j'ai créé La Pointe de l'Épée, qui est une agence de production, et Épopée, qui est une plateforme de distribution de contenu divertissement. C'est pour valoriser ce patrimoine, parce que je pense que les clés du discernement
des Français, de nos contemporains, c'est celle de la compréhension de cet héritage qu'ils ont reçu. Absolument. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est oublié beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. Ouais. Moi, j'ai été élevé en partie par mes grands-parents. Mm. Beaucoup par mon père aussi, mais en partie par mes grands-parents, qui étaient donc français d'origine italienne, mais français, très Oui, français, mais qui avaient européen, toujours vécu, avec un voilà, terreau en catholique, France, j'imagine. et avec voilà, une culture Mm. catholique, et qui avait une culture uniquement française, franco-française et franco-centrée. Et le fait d'avoir été élevé en partie par ses grands-parents Mm. m'a fait avoir un prisme beaucoup plus passéiste aussi par rapport à la culture française. Mm. Mais ce que je vois, c'est que les gens de ma génération et de notre génération ont totalement oublié ce qu'était la France en 1950, 60 et 70. Et ils ont une culture directement euh, ultra américanisée, mondialisée, un peu japonisée, avec la lecture des mangas à partir des années 90, 2000, une suprématie anglophone et anglo-saxonne dans la musique, dans l'architecture, dans la façon d'être, qui fait que pour ces gens-là, évidemment, ils se sentent à la rigueur plus citoyens du monde, mais pas vraiment français. Mais Et parce qu'on on les fait pas oublie. rêver. Parce qu'on les fait pas rêver, absolument. C'est moi ce que j'essaie de faire justement, c'est de rappeler ce qu'a été la France et ce qu'elle pourrait redevenir si on se réveillait rapidement, si on avait la. Mais tout ça, ça passe justement, comme on le disait, par des médias assez libres, par la possibilité justement de réfléchir, de se contredire, de se contrarier. Moi, je cherche pas à être d'accord uniquement avec des gens qui sont libéraux ou moi, je suis plutôt de droite, voilà, que de gauche entre guillemets, mais c'est Le Pen qui disait justement aussi je suis socialement je suis de gauche, économiquement je suis de droite et politiquement je suis de France. C'était pas mal comme idée ça, Mm. c'était bien trouvé. Et moi je me situerais bien dans cette idée-là, c'est-à-dire que si la gauche doit être la défense de la liberté d'expression, comme c'était le cas quand même un peu durant les années jusqu'aux années 80, il y a des points positifs à gauche, et par contre, évidemment, sur une forme de structure, il y a des points beaucoup plus positifs à droite, et par rapport au sens de la responsabilité, du travail, de la prospérité. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec une droite qui est illibérale et une gauche qui est anti-liberté. Donc à partir de là, vous vous rendez compte finalement que vous avez surtout un centre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Macronie aujourd'hui, mais ça va d'Édouard Philippe à Emmanuel Macron, qui explique que par rapport à tous les maux de la société, l'État saura répondre. Sauf que premièrement, il ne sait pas répondre et qu'il génère bien souvent des maux qui n'existaient pas pour brider certaines formes de liberté et prendre de plus en plus de poids. Ça veut dire que c'est pour ça que j'ai souvent parlé de l'épargne privée. Mm. Il y a un grand plan aujourd'hui, c'est l'Union des marchés de capitaux à échelle européenne, mais aussi à échelle nationale, de limitation de toute forme d'accessibilité au caractère le plus liquide de la monnaie et de sa monnaie, que ce soit sur des comptes bancaires ou avec du cash, avec de l'argent liquide, mais même avec sa monnaie liquide sur un compte bancaire, parce qu'on justifie qu'il va falloir s'endetter, collatéraliser la dette encore plus importante à l'épargne privée, et que donc cet argent servira à mettre en place des décisions d'un État central. Moi, c'est pas ce qui me fait rêver. Ça me fait pas rêver du tout. Moi, je préfère qu'il y ait des déviances, des errances, des erreurs privées, mais qui répondent à une demande, plutôt qu'il y ait des erreurs qui soient systématiquement menées par des puissances publiques. On en revient à l'idéologie, une fois de plus. C'est quelque chose qui nous est imposé, pas parce que la réalité des faits nous force, si je puis dire, Ah nous oui. oblige à accepter un état de fait. C'est simplement parce que dans leur tête, d'ailleurs, vous le disiez, ça m'a fait sourire, ils sont incompétents. Oui, ils sont tellement incompétents qu'ils sont obligés de faire appel à des boîtes privées, McKinsey pour ne Oui, pas la citer, absolument. pour les aider à gérer le pays, alors qu'ils nous vendent sans cesse le cap parfait. Mais surtout que c'est pas compliqué, hein. Il y a quelques mesures, là j'en ai cité une tout à l'heure, mais il y a quelques mesures à mettre en place pour relever le pays si on le voulait réellement, mais c'est très simple. Et en ne fâchant personne, moi je veux pas taxer les milliardaires, je veux pas taxer les super profits, au contraire, je veux attirer des super profits ici, et je veux qu'il y ait un privilège, comme il y a toujours eu un privilège aux USA par rapport à d'autres nations. Et c'est la seule solution pour pouvoir refaire une grande nation. Oui, Ça veut dire que ce qui se passe ici a une valeur largement supérieure à ce qui peut être fait ailleurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous êtes en France et que c'est ici, chez nous, et que c'est nous qui décidons dans notre pays. On est quand même nombreux à le vouloir, il me semble, et ça se traduit par rapport à des réflexions économiques, sur l'immigration, sur la culture. Mais les dirigeants politiques, en effet, ont une idéologie qui est totalement opposée à ça, et qui est non, quoi qu'il en soit, les décisions doivent être prises par un minimum de personnes, et ces personnes doivent même plus être ici, elles doivent être à Bruxelles, au Parlement européen, mais surtout pas en contact avec votre territoire. Alors justement, ça me permet de faire la transition parce que l'idée, c'est quoi? C'est de donner les clés de compréhension de la situation de l'Occident,
de son déclin, de fait, on est obligé de le reconnaître. Mais en même temps, on va aussi devoir parler des solutions, parce que je sais que vous en avez beaucoup. Vous avez parlé de politisation de la monnaie, vous parlez de capacité à régénérer du patrimoine, parce que c'est ça aussi une force, enfin, une des clés de la liberté des individus. Est-ce que finalement, que ce soit intellectuellement ou matériellement, par le patrimoine, est-ce que finalement, il ne faudrait pas donner la capacité aux Français, et je suis sûr que c'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites d'ailleurs sur votre chaîne YouTube et dans les différents médias dans lesquels vous intervenez, c'est-à-dire leur donner les clés de compréhension à la fois des actifs intellectuels qui vont leur permettre de s'émanciper et donc de discerner dans un monde qui change et qui évolue avec beaucoup de crises, on le disait, et en même temps, la capacité de générer un patrimoine qui va encore leur permettre de se détacher de ce monstre parfois que peut être l'État, parce qu'on voit le nombre de personnes qui reçoivent le RSA ou toutes les aides possibles et inimaginables, forcément ça les a servis quelque part. Donc est-ce que si les Français étaient un petit peu plus libres au niveau de leur épargne... Ça, c'est une réalité. Premièrement, il faut avoir de l'argent dans la vie pour être libre. Ça, c'est une priorité à tous les niveaux possibles, en quelque sorte, et accessibles. Il y a une grande mythologie, surtout française d'ailleurs, parce que déjà, juste en Italie ou dans d'autres pays, c'est moins valorisé, qui est que les aides de l'État protègent la population. Très sincèrement, le RSA, je ne sais pas combien c'est, ça doit être 600 € aujourd'hui. Il y a des aides au logement également. Je ne crois pas qu'il soit de l'ambition de beaucoup de nos concitoyens de vivre avec 900 € par mois, par rapport à ce qu'on connaît du coût de la vie actuelle. C'est même pire que ça, cet argent on l'emprunte sur les marchés financiers, donc ça nous oblige en fait. Absolument, parce qu'on est endetté à hauteur de 54% en dette extérieure, et ça augmente d'année à année. J'ai vu les chiffres il n'y a pas longtemps, on est à 54 en dette extérieure, vous avez une moitié à la BCE, mais vous avez une bonne moitié qui dépend des marchés financiers. Donc ça veut dire effectivement qu'on redistribue de l'argent de cette façon-là, mais même c'est pas le problème le problème majeur. Le problème majeur, c'est qu'on surtaxe des sociétés, donc qui créent de la valeur, parce qu'à la rigueur, je me fiche de fâcher certains, je vais dire, mais celui qui profite des aides sociales toute sa vie, c'est un peu un parasite, entre guillemets, s'il était en capacité de se gérer. Mais c'est un nombre assez restreint de la population. Si on prend des décisions d'ordre migratoire, donc un peu plus strict, on va régler le problème et puis on peut réajuster. Par contre, si on prend sans cesse des décisions qui sont d'injecter de l'argent dans des sociétés et de surtaxer d'autres sociétés qui créent de la valeur et qui répondent à une demande, là, on fusille ce qu'on appelle l'économie libérale. Et c'est ce qu'on fait depuis des années. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il faudrait une amnistie générale sur toutes les aides de l'État et qu'on interrompe immédiatement. Moi, si Michel Barnier me contactait, ce que je lui proposerais pour trouver des réductions, c'est d'interrompre tous les plans, par exemple, à 1 € sur les chaudières, sur les panneaux solaires qui sont contre-écologiques, justement. Pardon ? Et il y a aussi les vélos. Enfin, moi, je suis impressionné de voir à quel point c'est subventionné, en fait, tout ça. Ils sont allés jusqu'aux chaussettes. Ils ont fait un plan chaussettes l'année passée. Il faut quand même le faire. Il y a de l'argent qui est mobilisé pour un plan chaussettes. Vous ramenez vos chaussettes. On est presque dans une forme d'ironie et d'infantilisation. Non, mais c'est exactement, c'est hyper inquiétant parce que c'est ça, c'est une infantilisation de la société. Et là, vous conduisez des sociétés à partir au casse-pipe justement parce que vous êtes obligé, des sociétés qui génèrent du cash et des flux, de les surtaxer. Parce que la réalité, c'est que le grand sujet de l'économie, ce qu'on oublie toujours, parce qu'il faut sortir d'un schéma marxiste en quelque sorte, c'est que l'économie, c'est la répartition de la richesse. Mais pas la répartition forcée, mais c'est la répartition. Là où il y a des flux, il y a de la répartition. Même dans un système où vous avez 1% des richesses qui sont détenues par 99%, vous avez des richesses qui sont réparties. Elles sont réparties d'une façon qui n'est pas équitable, mais elles sont réparties. Et le principe de base de l'économie, au sens un peu libéral et un peu moderne, pas au niveau de la dernière modernité, mais de ces derniers siècles, était de partir de... Il y avait un principe de base qui était la sacralité de la politique. La sacralité de la monnaie, la sacralité des nations, la sacralité des libertés individuelles. Et le principe de la sacralité de la monnaie était que la monnaie ne devait pas être politisée, justement. Et qu'il fallait que la monnaie soit uniquement une unité de mesure, libre, qui n'ait pas d'idéologie. Et que vous puissiez retirer du cash, même pour acheter de la drogue. Ou pour payer une prostituée qui aurait fait un délit de racolage dans la rue. Vous pouviez le faire, ça. Ça veut dire que ça répondait à votre demande. Et c'était la sacralité de la monnaie. Et après, vous alliez vous faire condamner par la justice.
Mais c'est un autre problème, ça c'est une question politique. Mais on s'était... Morale aussi. Morale aussi, voilà. Quand on était encore un pays catholique. Absolument. Donc vous allez vous faire réprimer, même par votre morale, par une morale sacrée, une morale religieuse. Mais ce qui se produisait à ce niveau-là, c'est qu'on se disait que la monnaie étant sacrée, on écartait un problème qui soit l'oppression de la politique par la monnaie. Et la politique pouvait être de la vraie politique, et les politiques monétaires pouvaient être de vraies politiques monétaires. Et il y avait déjà des déviances. Le système monétaire n'a jamais été parfait. Mais si on regarde entre 1945 Bretton Woods et 1971, et comme ça avait été le cas quelques décennies auparavant, c'était quand même pas trop mal, et après ça a continué à être pas trop mal, et il y a eu un éléphant qui est arrivé dans le salon, c'est la numérisation qui a conduit à ce qu'on a appelé la financiarisation. Parce que la financiarisation moderne a été possible uniquement par la numérisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous vendez un titre obligataire sur le marché secondaire, vous signez pas un document, ça se fait uniquement par voie numérique. C'est intéressant. Vous pensez ça? Vous pensez pas que c'est le quantitative easing plutôt, ou la création de valeur perpétuelle uniquement par la numérisation. de billets? Vous croyez? Ah oui, d'accord. Totalement. S'il n'y a pas mais là, on parle d'un point de vue très technique. Donc c'est une conséquence de la numérisation. La mondialisation, l'ultra-mondialisation a été possible uniquement par l'essor du thermique. Avec des bateaux à voile ou à vapeur, vous n'auriez pas des ananas qui sont découpés en Thaïlande mais qui viennent du Costa Rica et qui sont vendus aux États-Unis. C'est pas possible, ça prend trop de temps. Donc c'était le thermique qui avait permis ça. Et le quantitative easing, l'assouplissement quantitatif, donc le rachat de titres obligataires sur le marché secondaire de la dette par les banques centrales elles-mêmes, ce qui était interdit par tous les traités, et qui correspond à de l'injection monétaire, puisque c'est de la création de monnaie. La création de monnaie. Voilà, mais ex nihilo, quoi, à partir de rien, pas à partir d'or. Pour personne. Oui. Parce qu'à la rigueur, la monnaie est toujours créée ex nihilo, mais c'était les banques commerciales qui la créaient ex nihilo. Oui. À partir des années 70, parce qu'avant, on avait les talons or. Ouais, mais on avait déjà des banques commerciales qui créaient de la monnaie. Après, il y avait des ça s'est dilué. Oui. Mais je suis d'accord avec toi. Ce que tu dis est juste, effectivement. Mais c'était Maurice Allais, d'ailleurs, un grand penseur de la monnaie, qui disait: je compare le privilège d'impression monétaire ex nihilo par les banquiers commerciaux, donc les banques de second rang, à l'impression de monnaie par des faux monnayeurs. C'était intéressant, mais c'était un privilège, c'était des faux monnayeurs officiels. Un juge est un dictateur officiel. Il a un droit supérieur. Celui d'interpréter la loi, oui, voilà. C'est vrai. Ouais. Et de porter une interprétation sur une loi, un auteur également. Peut être subjectif, d'ailleurs, on le voit avec le syndicat de la magistrature. Absolument. Comme ça. Mais donc, sur le sujet de la création monétaire ex nihilo, en effet, par les banques centrales, c'était du jamais vu jusqu'aux années 2000. Ce sont les Japonais qui ont fait du quantitative easing en premier, ensuite les Américains, et nous, un peu plus tard, sous l'ère Draghi. Et ça veut dire que vous avez une banque centrale qui crée de l'argent, qui injecte de l'argent dans le système, mais de l'argent qui ne répondait à aucune demande, si ce n'est aux besoins des puissances publiques. Et tout ça permet de la dette, en fait, d'engraisser des États qui sont déjà surendettés. Et ça, c'est possible uniquement, mais ça c'est un autre problème, il n'y a pas de coupable, c'est le revers du progrès. C'est Hannah Arendt qui disait le progrès et la catastrophe sont l'envers et le revers d'une même pièce. C'est possible uniquement par rapport à la numérisation. Sinon, ça n'aurait pas pu avoir eu lieu. Oui, mais il faut que justement que les gens se saisissent de ce sujet-là et les clés de compréhension de cette situation, parce qu'en fait, c'est leur asservissement dont il est question, parce qu'à la fin, il va falloir quand même régler quelque chose. Alors, LFI nous explique qu'il ne faudra rien payer, mais moi, je crois quand même que, mine de rien, les puissances concernées ne voudront à un moment donné récupérer la monnaie, quoi. Alors là, il y a d'autres problèmes aussi, c'est que, à mon avis, mais là on est dans la politique fiction, la géostratégie fiction, c'est qu'il va y avoir une explosion de systèmes alternatifs. Certains qui sont créés par le système eux-mêmes, comme Bitcoin par exemple, qui est une création, c'est plus qu'improbable, de l'État profond américain, de la NSA, qui a bien compris justement qu'il y avait un système alternatif qui allait devoir jaillir pour concurrencer la monnaie. Et c'est pour ça qu'on s'aperçoit que tous les régulateurs facilitent l'émergence de Bitcoin. Vous avez quand même la Security Exchange des États-Unis qui approuve Bitcoin comme une matière première. Alors, il y en a beaucoup à l'égal de l'or. La Security Exchange approuve Bitcoin comme une matière première. Ils ne sont pas obligés de le faire.
Ils sont absolument pas obligés. C'est assez récent, hein, parce qu'avant, le Bitcoin était totalement décrié par les pouvoirs publics. Je me rappelle notamment de déclarations de Christine Lagarde, donc patronne du FMI, qui voulait impérativement éviter et limiter. C'est juste qu'à mon avis, il y a une demande aussi. C'est intéressant cet avis sur le Bitcoin. Et vous avez vu les puissances publiques répondre à toutes les demandes, vous? Non, ça c'est sûr. Surtout, est-ce que vous avez déjà vu les Américains, est-ce que tu as déjà vu les Américains faire approuver par leurs organes régulateurs quelque chose qui pourrait concurrencer l'hégémonie du dollar ou des États-Unis? Bah, après, ça peut être une sorte de billard à trois bandes sur l'hégémonie des BRICS et du fait que le dollar va perdre sa superbe sur les marchés internationaux. Donc ça, ils ont tellement 10 coups d'avance, la CIA, que bon. Je vais te dire une chose, on ne connaît pas le créateur du Bitcoin. Hein. Satoshi Nakamoto, l'identité est tenue secrète. Donc apparemment, personne ne le connaît. Ça sous-entend que ça peut être un Russe. Ça peut être un Chinois. Oui, c'est ce qui a été dit à une époque, justement, par les Américains, les détracteurs du Bitcoin. Donc les Américains rendraient légal, parce que là c'est légal, ça pourrait être illégal, ça pourrait se faire quand même. Hein. On pourrait interdire le Bitcoin, mais on ne pourrait pas l'empêcher. Ça veut dire que c'est peut-être pour ça qu'ils le font, justement. C'est peut-être pour ne pas perdre la face. Peut-être qu'ils l'autorisent justement parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont aucun moyen de contrôle ou de régulation. Ils l'ont, la répression, tout simplement. Mais ils prennent de l'argent sur les transactions, par contre. Sur les bénéfices, en tout cas en France, c'est 30% de flat tax. Hein. Mais ici, c'est intéressant. Tu regardes par exemple la cocaïne, il y a des transactions qui se font sur de la cocaïne. C'est interdit, mais c'est pas empêché. Faut pas se faire prendre. Et on l'intègre d'ailleurs dans le calcul du PIB, de la richesse intérieure brute. La prostitution, le trafic de drogue. Tout. Donc, mais c'est pour ça, là, notre sujet, que le calcul du PIB est comme mesure de la richesse, est une hérésie totale. Parce qu'on inclut tout ça, et puis en plus, on a 60% de dépenses publiques, donc qui ne correspond pas à de la valeur. Et au-delà de la dépense publique, on a aussi des dépenses qui sont promotionnées par le public, en quelque sorte, et qui sont achetées par le public. Donc la mesure de la richesse par le PIB, elle n'est pas... Oui, non, je suis d'accord, mais par rapport à cette histoire de Bitcoin et du fait que ça a été validé en fait par l'État profond ou par les élites américaines, c'est peut-être aussi parce que ils se disent, maintenant que ça existe et que ça crée de la valeur, un moyen aussi, nous, de récupérer une partie de cette richesse. D'autant que, moi si je peux me permettre, parce que je sais qu'on n'est pas d'accord sur le Bitcoin, ça, je l'avais vu dans d'autres entretiens, d'autant que en fait le Bitcoin, est-ce que finalement on dit aujourd'hui l'or a cette valeur parce qu'il y a une rareté qui est celle en fait d'aller chercher dans les mines de la création de cette matière, parce qu'en fait c'est ça l'idée, hein, c'est que la matière est limitée, il faut aller la chercher, ça coûte cher, et donc cette limitation de la matière, je fais exprès, hein, je synthétise, mais cette limitation de la matière crée de la valeur. Une rareté, de la valeur. Voilà, et est-ce que finalement le Bitcoin, j'avais lu un livre très intéressant qui s'appelle L'étalon Bitcoin, où il explique justement, sans rentrer en considération très mathématicienne, très technique, que en fait, l'algorithme du Bitcoin crée cette rareté, mais en version numérique. C'est-à-dire qu'en fait, le système de la blockchain, c'est de faire en sorte que tous les maillons de la chaîne, en fait, ne peuvent pas intervenir, aucun maillon de la chaîne ne peut intervenir sur la création de cette valeur, et que l'algorithme qui est en place limite cette création de valeur dans le temps, en fait. Ça a du sens, hein, sur le papier, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas anti-Bitcoin, hein, d'ailleurs, je ne veux pas mettre la communauté à dos, je dis pas que... Non, je ne dis pas anti-Bitcoin, mais j'avais vu passer un truc sur Thinkerview, j'avais trouvé ça très intéressant. Mais il y a des Bitcoiners qui sont anti-Tom Benoît, par contre, mais moi, je ne suis pas anti. Là aussi, non, mais voilà. Toute proportion gardée, là aussi, il y a des comment je dirais, religieux. Ah oui, exactement. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, ce que j'ai même recommandé, on peut le retrouver, c'est sur mon profil X, et ça avait fait 200 ou 300 000 vues à ce moment-là. J'avais recommandé d'acheter du Bitcoin, mais en émettant les mêmes réserves sur l'origine du Bitcoin en décembre passé, en disant, je pense, mais c'était pas du conseil financier, mais c'était une recommandation de cours. Je disais, le cours du Bitcoin va monter jusqu'au printemps par rapport à telle et telle raison, et je l'ai détaillé. Donc vous pouvez, donc c'est pas être anti-Bitcoin justement, mais c'est voir les choses froidement. Moi, je suis là-dessus, je suis assez tragique en quelque sorte. Hein. Je regarde le réel en face tel qu'il est. Mais c'est la force des hommes de droite, normalement, c'est quand même de faire avec la réalité. Voilà, c'est ça, de faire avec le réel. Mais après, il faut être aussi un peu rêveur, bien sûr, mais de faire quand même avec le réel et de ne jamais se détacher du réel. Ce que je vois sur l'or, c'est que l'or a été démonétisé, officiellement. C'est pas moi qui le dis, hein, l'or n'est plus une monnaie, n'est plus considéré comme une monnaie. Par contre, la seconde réserve de valeur en richesse au sein des banques centrales, ça veut quand même dire quelque chose, les banques centrales. C'est les régulateurs qui tiennent le système financier aujourd'hui, principaux. C'est pas l'euro, c'est l'or. En premier, ce sont des bons du Trésor américain. Et en deuxième, c'est de l'or. Beaucoup en France, beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Allemagne, en Italie, il y en a beaucoup de plus en plus qui est acheté par l'Ouzbékistan, par l'Inde, par la Chine. Et ils achètent beaucoup d'or, tous ces pays émergents. Ça veut dire que leur réserve de valeur, c'est de l'or.
Donc, ce qu'on disait par rapport à la valeur de l'or, ça vient de là aussi. Ça veut dire que dans l'inconscient collectif, vous avez quelque chose effectivement qui provient de la nature et qui n'est la création de personne, de Dieu au sens de Spinoza, si vous voulez. Après la théologie, justement, au sens de Spinoza, c'est-à-dire Dieu, la nature, c'est Dieu. Et donc l'or sort de la nature. Et vous avez aussi des régulateurs qui disent, ouais, ben, nous, notre façon de réserver de la valeur, c'est avec des bons du Trésor américain, avec d'autres monnaies, mais surtout avec de l'or. Et en deuxième, c'est avec de l'or. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas avec du Bitcoin. Oui. Voilà. Évidemment que si tout... Mais la logique se rapproche, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que j'entends le discours autour du Bitcoin, comme quoi ça peut être aussi une valeur refuge quelque part. Alors après, évidemment, on croit pas au système de l'algorithme ou au créateur, mais je trouve que l'idée, en fait, je trouve que ça se rapproche de l'or en 3.0, quoi, quelque part. Absolument, mais là où les Américains sont assez séduisants, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup les États-Unis aussi, c'est qu'ils sont généreux dans leur façon de vous manipuler. C'est vraiment... Je le prends pas mal du tout. Non, c'est gentleman cambrioleur, hein, les Américains, c'est pas français ou européen. Ici, je vois des choses passer, par exemple, on m'avait envoyé un communiqué il y a 1 an et demi en me disant est-ce que vous seriez intéressé de faire un petit reportage dans Géostratégie Magazine sur une nouvelle messagerie qui devait concurrencer WhatsApp et qui avait été créée par des Français, qui devait être justement utilisée par tous les ministres à la place de WhatsApp et qui était intraçable. C'était le vrai Telegram en quelque sorte. Je n'avais pas fait le reportage, mais j'aurais pu, hein, je veux dire. Mais on n'y croyait pas une seconde que c'était inviolable. Je veux dire, on le voyait venir gros comme une maison, et ça, c'est très français. On dit, on va créer quelque chose en faisant croire à la population que justement c'est inviolable, mais au contraire, vous voyez que c'est vraiment la messagerie qui va être sous contrôle. Je dis pas qu'il faut qu'elle le soit ou qu'elle ne le soit pas. Là, il y a eu l'affaire de Pavel Durov qui a tant fait parler. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a aucune générosité. Les Américains, là, quand ils vous créent quelque chose, lorsqu'ils lancent un géant sur le marché, il y a du lourd derrière. Si c'est de la liberté qu'il faut, ils envoient vraiment de la liberté. Jamais les Français ou les Européens auraient créé YouTube, même Wikipédia. Dailymotion, à une époque, concurrençait fortement YouTube, mais n'a pas été soutenu par les pouvoirs publics. Après. Non, mais créer le concept, oui, mais je veux dire, avec autant de liberté dessus. Il y avait les databases, il y avait les centres de stockage de données, il y avait les ingénieurs derrière. Quand ça a été racheté, in fine, je crois, par Bolloré, avant, c'était vraiment un concurrent énorme de YouTube. Mais il y avait moins de problèmes de censure à l'époque parce que c'était marginal durant les années 2000-2010. Mais aujourd'hui, vous savez pourquoi les réseaux sociaux ne sont pas ultra censurés, par exemple? Il y a une raison. Facebook, quand même. Hein. Facebook, Meta, ils sont... Là, ce qui se passe avec David Alem, qu'on a reçu d'ailleurs ici. Justement. Ou d'autres. Une puissance énorme. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres alternatives. censure. Et parce qu'il y a d'autres alternatives. Et les réseaux sociaux sont peu censurés. Ils le sont déjà. Allez expliquer ça à David Alem, donc d'Occidentis, qui vient de perdre sa chaîne, qui avait presque 200 000 abonnés. C'est terrible. Je veux dire, ils sont moins censurés que ce que l'on pourrait craindre ou imaginer. Pour cette raison-là, qui est que si vous censurez le réseau de trop, finalement, il perd de son intérêt et il y a de tels enjeux financiers américains, parce que les réseaux sont essentiellement américains quand même, Meta la plupart, y compris, que les économies de système ne marcheront plus. Parce qu'il y a ce sens aux États-Unis, quand même, de la monnaie, de l'argent, et il y a beaucoup de sociétés qui travaillent en faisant de la publicité aujourd'hui sur les réseaux. Et ces sociétés diront comment? Sur YouTube, si vous privilégiez allègrement tel algorithme parce qu'il est public et qu'il est à 100% mainstream par rapport à tel algorithme, nous, ça ne nous intéresse plus. On sait qu'on va faire de la publicité et qu'on va être lésé et que c'est galvaudé. Et c'est ce qui protège la liberté de ton sur les réseaux sociaux, parce que c'est américain. Et je peux vous dire que si l'hégémonie des réseaux sociaux, si tous ces réseaux YouTube étaient français, européens, la Commission européenne aurait pris la décision de dire non, il faut censurer, même sur Wikipédia. Vous trouvez énormément de vérités qui dérangent, entre guillemets, je m'exprime là dans un langage tout à fait simpliste, les plus puissants de ce monde, en quelque sorte, et qui sont eux-mêmes les détenteurs, même les incubateurs de Wikipédia. Mais ils ont compris que pour que Wikipédia soit vraiment la référence, il fallait donner beaucoup. Et avec le Bitcoin, c'est pareil. Il fallait répondre à un besoin de
de liberté, d'un système qui soit prétendument décentralisé. Il l'est, c'est un système qui est décentralisé. Ouais, Et il y avait les ETF sur l'or, par exemple. On en revient à notre débat. Non, mais il y ouais, avait les ETF sur l'or. Dans ce cas-là, on aurait pu développer une monnaie numérique à partir de l'or physique. ça n'aurait pas séduit de la même façon. Ok. Aujourd'hui, vous avez une population mondiale, si vous dites que c'est la Security Exchange, justement, qui valide des ETF sur l'or, de l'or Mm. papier, bon, on sait déjà ce que c'est. On Mm. soupçonne déjà les Américains de mentir sur leurs réserves d'or. Vous savez, aujourd'hui, si on parle des ETF, là, c'est un autre sujet, mais sur l'or, je ne souhaite pas au système qu'il y ait un Ah petit bah, problème sur l'or, hein, ah bah, parce ça, que c'est évident. Et si si on tout se le monde va chercher son or, il va y avoir de belles faillites à ce ça, niveau-là. c'est sûr. Mm. Ah non, clairement. Clairement, mais en fait, le sous-jacent de toutes ces questions de fond sur le Bitcoin, sur les réseaux sociaux, etc., c'est la question de la liberté. Parfois, on attaque le libéralisme en disant c'est la jungle, c'est une catastrophe, etc. Or, moi, je pense qu'on gagnerait à être libéral à l'intérieur du pays. Ouais. Et c'est cette synthèse, d'ailleurs, que vous incarnez assez bien, c'est-à-dire libéral à l'intérieur du pays, c'est-à-dire qu'on essaie d'alléger au maximum les charges, on laisse le marché s'équilibrer par lui-même, et en même temps, une forme de souveraineté par rapport aux assauts, je dirais, d'autres pays extérieurs ou d'autres marchés extérieurs qui, eux, pour Absolument. le coup, Ouais. ce qui n'est pas le cas de la France et de l'Union européenne, évidemment, qui est une exception idiote, sont subventionnés par leurs États ou sont Ouais, subventionnés par leur élite totalement. politique. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à créer un Facebook français en réalité. C'est parce que Dailymotion, qui aurait très très bien pu était compétitif par rapport à YouTube à l'époque de sa création, et même quelques années après, n'a pas été soutenu par l'État français, ou très mal, et donc du coup est parti en décrépitude, là où les Facebook, les YouTube, les Google, etc. sont inlassablement soutenus par leur pouvoir public. Je discutais avec un ancien ministre dont je tairai le nom il y a quelques jours, là, quelques heures C'est même. pas Bruno Le Maire, parce que la dernière fois que vous avez Non, discuté avec lui... non, non, c'est pas. Mais je suis pas fâché avec Bruno Le Maire, par ailleurs. Ah bah non, j'imagine, mais bon. Et donc je discutais. Mais allez regarder l'extrait, donc Tom Benoît et Bruno Le Maire. Ouais. C'était... non mais masterclass, faut le dire, ça fait du bien quand même. Il faut dire que la postérité m'a donné raison, parce qu'à la rigueur, j'étais un enfant de cœur à ce moment-là. Ouais. Hein, si on le transpose à aujourd'hui, il a Ouais. été traité de voleur à Ouais. l'Assemblée nationale. Ouais, Moi, je me serais jamais permis. Oui, mais Moi, parce j'ai que une simplement bonne fait éducation référence. aussi, le raffinement, c'est ça. Voilà. On est capable de dire les choses, mais avec J'ai la fait forme. référence à un rapport du Sénat qui l'accusait et aux mots d'Olivier Marleix. Alors, apparemment, il les avait pas entendus, mais c'était les mots d'Olivier Marleix qui a dit Monsieur Bruno Le Maire a maquillé les comptes publics. Et moi, comme passeur de plan, journaliste, j'ai retranscrit ce qu'avait dit Olivier Marleix. Et j'avais fait référence au report de crédit sur le budget général. Bruno Le Maire n'avait pas daigné de répondre. Et par la force des choses, j'ai l'impression qu'il y a un déficit plus aigu que prévu sur les finances publiques. Mais c'est quand même l'homme qui a fait plier l'économie russe, Bruno Le Maire, faut se le dire. C'était son ambition. Oui. Voilà, donc Mais à un moment donné... je crois que, comme on dit en Provence, c'était... une catastrophe. Ça a été catastrophique. Le mandat, non, toute blague à part, les fonctions de Bruno Le Maire pour l'économie du pays ont été une catastrophe. Et on en paiera le prix assez longtemps. Je veux dire, j'ai rien contre lui, j'ai rien contre... Mais lui ou un autre, ça aurait été la même chose. Hein. Mais je veux dire, quelqu'un qui mène cette politique-là, c'est-à-dire d'hyper-endettement, et moi j'en veux beaucoup par contre à Bruno Le Maire comme ministre des Finances, pas personnellement, mais au ministre des Finances qu'il était au mois de mars passé, lorsqu'il fait une vidéo en selfie dans les couloirs du Parlement à Gand, en expliquant, en disant il faut que l'union des marchés de capitaux avance et il y a 32 000 milliards d'épargne privée qui dorment sur des comptes bancaires, ce sont des inepties sans nom, et à expliquer justement qu'il fallait mobiliser l'épargne privée. Donc à ce niveau-là, je lui en veux énormément. Mais ça, c'est politique, c'est pas personnel. Et c'est le défaut de nos politiques aujourd'hui, c'est qu'ils font le show, mais derrière, ça déroule pas, voire pire, ça crée des grosses difficultés. C'est pour ça, prenez-vous aussi, vous, en main et Absolument. faites vous-même, créez vous-même votre écosystème vertueux. N'attendez rien des politiques en réalité. N'attendez rien des politiques et ne cherchez pas des économies de système, surtout qui dépendent de l'État. Trouvez des économies de système qui dépendent d'une demande. Et s'il faut travailler avec des sociétés étrangères, travaillez avec des sociétés étrangères. Exilez-vous en quelque sorte, mais pas fiscalement. Hein, je veux dire, vous payez vos impôts ici, mais économiquement, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de rendre service en quelque sorte à des sociétés qui ne sont pas françaises qu'à des sociétés qui sont françaises, parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent ici, ces sociétés. Et donc, après, il y a toujours des niches, hein, ça vous pouvez les trouver, mais que ce soit dans l'ingénierie, par exemple, qui est un secteur assez porteur, ou dans la prestation de services aussi, dans beaucoup de domaines, il est beaucoup plus facile de travailler avec des sociétés étrangères. Donc, il ne faut pas avoir peur aujourd'hui d'être mobile, justement, et d'interagir dans un système mondialisé, parce que le cadre est celui-ci. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne défend pas nos intérêts. Donc, à partir de ce moment-là,
faut bien y se développer. C'est ce que je vous disais précédemment lorsqu'on a parlé de Le Maire. Justement, je parlais avec un autre ministre, ancien ministre, qui me disait qu'il y a 20 ans, Alstom avait une technologie qui avait presque abouti sur la captation du carbone et qui était une technologie formidable. Et Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ont vendu Alstom, justement. Là aussi, il y aurait des dossiers à réaliser là-dessus, parce qu'il y a eu évidemment des ingérences, et c'est ce qu'on appelle de l'espionnage industriel, tout simplement. Ouais, l'intelligence économique, ouais. C'est de l'intelligence économique. Et de l'autre côté, ils ont raison. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est un secteur tout à fait porteur. Et on ne l'a plus, on pourrait le récupérer avec Total, mais finalement, qui va se faire coter ailleurs, de surcroît. C'est bien le problème, c'est que donc le sujet, on a les hommes politiques que l'on mérite, ça c'est mon sentiment, je pense qu'il peut être partagé par toi également, c'est-à-dire que si on ne se prend pas soi-même en main, qu'on n'investit pas sur soi, que ce soit en connaissance ou en discipline pour créer justement de la richesse ou de la valeur, et en bout de chaîne, il ne faut pas s'étonner d'avoir des dirigeants qui en ont cure en fait, du bien commun et qui finalement gèrent leur carrière et vont au gré des intérêts de telle ou telle puissance ou de tel lobby, par exemple. Absolument. Voilà, donc en tout cas, merci, c'est très enrichissant de pouvoir discuter de ces sujets-là de fond avec toi. Plaisir. Plaisir partagé, en tout cas, vraiment merci. Pour conclure, j'aurais juste une demande, voilà, pour ceux qui nous écoutent. Quel serait le meilleur conseil que tu pourrais donner à ceux qui veulent mieux comprendre justement le monde actuel, à commencer déjà par la France, et se préparer aux défis à venir? Parce que je pense qu'à mon avis, ça va piquer, comme dirait l'autre. Alors le conseil, il est détourné. Le premier conseil que je donnerais, c'est prenez soin de vous en priorité. Parce que le plus grand danger aujourd'hui, il n'est pas économique, il est physique. Ne mangez pas de produits finis, ne consommez pas un seul produit fini ou très occasionnellement. Mangez des produits vivants, mangez de la viande, mangez du poisson grillé, mangez des choses qui vous apportent. Comme intellectuellement vous allez vous nourrir, physiquement nourrissez-vous. Respirez un air sain. N'ayez pas une maison passive, justement. N'ayez pas une maison fermée qui ne dépense pas d'électricité, mais que vous ne faites plus jamais aérer. Dans les années 50-60, je veux dire, vous avez même des recommandations de santé publique qui étaient faites aérer au moins 10 minutes votre intérieur. Aujourd'hui, vous avez des puissances publiques qui vous disent qu'il ne doit plus y avoir de circulation d'air naturel dans les domiciles pour qu'ils soient normés. Et vous vous retrouvez avec des populations qui ont des cancers de plus en plus tôt, qui ont des maladies inflammatoires de plus en plus tôt. Des rhumes 19, par exemple. Oui, des rhumes 19, et qui sont aussi dans des formes de dépression parce qu'ils voient bien qu'ils se sont dégradés physiquement à un niveau qui est qu'ils ne peuvent plus avoir une vie active, ils ne sont pas vraiment séduisants dans un sens comme dans l'autre, ils ne sont pas fiers d'eux, ils ne sont pas en forme. Donc la première des choses, c'est prenez soin de vous et pensez à une chose également. Dites-vous que la priorité sur le plan social, c'est la liberté. Moi, ce qui m'a toujours dirigé, c'est la liberté. Et soyez menteurs, soyez calculateurs, mais soyez fidèles à ce que vous êtes et ce que vous avez compris que vous étiez. On a une mission sur Terre, en quelque sorte. Et moi, je ne suis pas le plus religieux, en quelque sorte, mais je veux dire, on a une mission, on a une vocation, et une fois qu'on l'a trouvée, une fois qu'on se connaît, que l'on s'est compris, on sait vers quelle direction on doit aller, et là, tous les moyens sont bons. Donc, soyez fidèles à ce que vous êtes et ne vous laissez jamais déstabiliser. Je disais il n'y a pas longtemps, c'était sur Thinkerview, que tout glisse sur vous comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Soyez impassible en touchant. Soyez littéralement impassible et pensez à votre intérêt parce qu'il est bon. Et parce que votre intérêt est le bon et parce que vous avez pris de bonnes habitudes. C'était Émile Chartier qui disait « Le pouvoir de l'habitude, c'est de mieux faire les choses en n'y pensant pas qu'en y pensant. » Et c'est aussi de trouver plus de plaisir avec des choses saines qu'avec des choses malsaines. Les bonnes habitudes, sur le plan idéologique, sur le plan alimentaire, sur le plan physique, un petit peu surtout, sur le plan sexuel aussi, si on fait une comparaison un peu marrante en quelque sorte, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, par exemple, moi je prends plaisir à me faire fouetter. C'est vrai, ils prennent plaisir à se faire fouetter, voilà, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire que dans l'ordre des choses, dans un rapport sexuel, il faut se faire fouetter? Pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une capacité d'oppression d'un minimum de personnes
Non, à vous dire, c'est ça la direction et c'est comme ça que vous devez vivre. mais ça prête à sourire, mais je me rappelle, moi, pour la petite anecdote sur le faire fouetter, je me rappelle d'une campagne dans la presse où il était question, justement, comment je dirais, d'hétéros, donc de faire des articles sur des hétéros hommes et du plaisir anal, voilà, Oui, pour c'est être très cash. Libération, je me rappelle, Notamment, et il y ça a a été 6 mois, repris bien sur pas mal sûr. d'articles, et c'est assez impressionnant, effectivement. Ouais. Pourquoi ce besoin de créer Nouvelle norme, Non, voilà, mais qui au départ part d'une déviance, hein, il faut le dire, quoi. Enfin, je veux dire, qui est pas... voilà, mais oui, non, enfin, mais et si d'ailleurs, et c'est pour ça, ça rejoint, on fait la petite anecdote, mais ça rejoint exactement ce que tu disais, et une fois de plus, merci, c'est-à-dire qu'en fait, ne prenez pas pour argent comptant tout ce que les leaders d'opinion, que sont absolument. maintenant ces grands médias, hein, mais que ça va changer, Tom, le travail qu'il fait tous les jours, justement, aide à ça également, nous aussi, au sein d'Impact. L'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, si vous devenez vous-même, livre de Jacques C'est Attali que je ça, tout à conseille, fait, il faut ouais. rendre à César ce qui appartient à César. Et qui a écrit de très bons ouvrages. Moi, il y a un livre qui m'a interpellé il y a quelque temps, qui s'appelle La crise et après de Jacques Ouais, Attali, et qui est une petite bible des déviances financières, ouais, justement, des temps modernes. Donc ouais. Attali a des défauts, mais Non, non, il faut ouais, lire de tout bord, il faut lire de tout, mais il faut, voilà, pour essayer un petit peu de synthétiser le propos de on Tom est qui était d'accord là-dessus. Ouais. parfaitement clair. C'était l'idée de se dire, voilà, devenez vous-même, essayez d'être le moins influençable possible, écoutez-vous, votre instinct. Et évidemment, on est ce qu'on mange, hein. Donc les Totalement, fast-food, bien sûr. voilà. Le sucre Ah non, mais raffiné. bien sûr. On parlait précédemment les viandes artificielles, Mm, sans même aller dans l'excès, les océans qui sont pollués, le mm. problème sur les poissons, mais je veux dire, sur l'artificialisation de la Oui. nourriture, je suis même étonné de voir des gens tenir tant bien que mal, parce qu'ils ont Mm, beaucoup de maladies, ils ont des mm. cancers, ils se font retirer un truc, ils se font remettre, mais ils tiennent et ils font leurs 70 ans parfois, mais dans des états lamentables très tôt. Mais je veux dire, en voyant on a besoin de nutriments, il y a des choses dont on a besoin pour que le corps fonctionne correctement. Et autant au niveau de l'esprit, c'est la même chose. Et je suis étonné finalement qu'on puisse créer une société avec autant d'efforts en quelque sorte, autant Mm. de moyens, mais qui aille contre l'intérêt, y compris du corps, de l'esprit et des nations, je le disais précédemment. Mais voilà, donc il faut C'est essayer d'éveiller les esprits exactement. On s'y attelle et d'être heureux. et merci beaucoup de nous donner justement ces clés de compréhension. Voilà, vous l'aurez compris. Donc Tom, c'est un esprit libre, un entrepreneur et puis surtout voilà quelqu'un qui réfléchit par lui-même et qui comprend les enjeux du monde qui va voilà qui s'impose à nous et merci pour ça. Merci aussi pour les plus jeunes générations qui justement ont besoin d'entendre ce discours un peu voilà quoi, on y va, on se bouge et puis on va faire en sorte que le pays aille mieux. En tout cas, il y a un sous-jacent. Je sais pas comment vous analysez, vous, et c'est peut-être la dernière question, un petit peu la dynamique qui est en train de se mettre en place dans le pays. Est-ce que ça va dans le bon sens voilà, est-ce qu'il y D'un a de la côté, clarté dans ce brouillard? oui, il y a de la clarté. Je regrette qu'elle soit, on va dire, trop limitée en nombre en quelque sorte, parce que il est vrai que par rapport à même des vidéos comme on peut faire, comme aujourd'hui par exemple, ou sur des sujets plus techniques, on voudrait finalement qu'il y ait 15-20 millions de personnes dans le pays qui se lèvent et qui se disent oui, on veut comprendre comment ça se passe, on veut que ça s'arrange. Et il y en a trop peu, donc je vais pas. Je suis forcé d'être fidèle aussi aux personnes qui m'écoutent régulièrement, Mm. qui m'écrivent régulièrement ou qui écoutent les autres aussi, parce qu'on est plusieurs en quelque sorte à véhiculer un message ou une forme d'idéologie. Mais malheureusement, c'est 3-4 millions de personnes au sein de la population et on est Mm. 68 millions. Donc c'est Mm. là où c'est décevant, mais par contre, effectivement, ces 3-4 millions de personnes sont très puissantes et sont convaincues, très clairvoyantes, et elles voient le réel tel qu'il est, elles voient ce qui se passe, et elles ont envie que ça change, que ça redevienne ou que ça change, on peut le dire comme on veut, mais que ça évolue dans la bonne direction. Mais oui, là où je suis très inquiet, c'est que moi j'ai eu la chance justement parce que c'est moi après, parce que c'était mon état d'esprit, d'être assez souverain, même sur le plan personnel, comme Mm. ça, et à penser par moi-même, et aussi d'avoir un petit appui familial, comme je le disais précédemment, franco-français, passéiste, un attachement à la culture française, mais je vois qu'il y a des générations aujourd'hui c'est encore pire pour elles. Voilà, les jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui et qui sont au collège, au lycée, ont même des profs, des enseignants qui ont un niveau beaucoup plus euh, euh, amoindri en quelque sorte, beaucoup moins sincère Mm. que celui que les enseignants qu'on connaissait à notre génération pouvaient avoir. Il y avait des générations quand même plus traditionnalistes dans l'état d'esprit. Mm. Donc j'ai peur effectivement que les Français de demain
soit littéralement irrécupérable si on n'avance pas assez rapidement. C'est ça qui me fait peur. Comme c'est le cas sur le plan physique, voilà. Bah, espérons que ce soit les minorités qui fassent l'histoire. Espérons-le. Et agissez. Voilà. Impact, c'est le média de ceux qui agissent. Donc, En tout cas, moi, je m'arrêterai jamais. Je resterai libre de penser, quoi qu'il advienne. Et s'il y a une lueur qu'on voit au bout du tunnel, je serai le premier à la voir, en tout cas. bon. Bah, abonnez-vous alors, hein, et suivez les travaux de Tom. Merci beaucoup. Merci, Romain. À bientôt. À bientôt.